Salut Ludovic, écoute, je suis ravi de t'avoir sur cette série de vidéos et d'interviews où j'ai décidé d'interviewer donc des influenceurs, des blogueurs, des gens importants dans le secteur du marketing qui ont donc soit une grosse audience, soit qui ont certes une audience mais qui sont hyper bons dans la conversion et dans l'attraction de clients. Donc j'ai pensé à toi pour cette nouvelle vidéo. Donc merci à toi, Ludovic Salen, d'être là aujourd'hui avec nous. Merci à toi, Rudy. Salut, merci de m'inviter. Je suis très honoré de faire partie des catégories que tu viens de citer. C'est Bah top écoute, et c'est un plaisir d'échanger avec toi. ça me fait super plaisir de t'avoir. Comme je t'ai dit juste avant de la vidéo, ça me fait plaisir de t'avoir en face puisqu'on ne s'était pas encore contacté. Donc, on se connaissait à distance. Donc, c'est cool de t'avoir dans le cadre de cette interview. Exactement, c'est l'occasion de faire connaissance. Voilà, alors je plonge directement dans ma série de questions. Donc, je vais te laisser te décrire déjà, décrire ton site et puis les objectifs que tu poursuis à travers ton site. Ok, donc moi c'est Ludovic Salen, plus connu sur le web sous le blaze entre guillemets Ludo SLN. J'ai lancé un blog marketing digital il y a 5 ans maintenant, avec pour objectif à l'époque de juste transmettre un peu mes compétences et permettre aux TPE, PME et à tous les marketeurs intéressés de pouvoir se lancer dans le marketing digital. Et Mhm. puis, au fil de l'eau, ce blog-là m'a permis de générer un peu de trafic et surtout des premières demandes de devis. Donc, à l'époque, moi, j'étais responsable marketing dans une boîte d'informatique. Et je me suis dit, bon, bah là, je commence à avoir des demandes de devis. J'ai toujours voulu entreprendre et lancer ma propre activité. Et je me suis dit, bah là, si j'y vais pas, j'irai sans doute jamais. Donc, dans la foulée du blog, j'ai lancé l'agence SLN Web Ouais. euh, C'était en avec quelle année le début du blog? en 2013. D'accord, ok. C'était en 2013 et du coup, j'ai lancé l'agence quelques semaines plus tard, en sachant qu'au départ, j'ai commencé à faire du marketing digital un peu à l'ancienne. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que j'agissais un peu comme une agence de marketing un peu traditionnelle, en proposant des sites internet, en proposant du référencement, en proposant du community management, en proposant voilà du service opérationnel comme ça. Et au fil des mois, en fait, je me suis rendu compte que les entreprises étaient contents de ce que je faisais, mais il manquait la brique conversion de leads. En fait, je leur permettais d'attirer du trafic, je leur permettais de générer des leads avec leur site internet, mais derrière, elles n'avaient pas forcément le temps ou les compétences pour les convertir en clients. Et du coup, ça me freinait un peu dans la génération de retour sur investissement. Donc, je me suis dit qu'il y avait un petit boulot à faire et je me suis associé avec un pote de fac qui s'appelle Sébastien, qui est sur Bordeaux comme toi, Mhm. qui lui a toujours été commercial. Et on s'est dit, mais en fait, moi, je fais du market, j'arrive à générer des leads. Toi, en tant que commercial, t'arrives plus trop à prospecter parce que les leviers de prospection traditionnels deviennent compliqués. Tu as besoin de leads, mais par contre, tu sais convertir les leads en clients. Et on s'est dit, bah voilà, si on collabore ensemble, on est capable de proposer à nos clients une formule vraiment globale qui prend tout le tunnel de conversion, donc de la génération de trafic à la conversion des leads en clients. Donc, si je dois synthétiser, Oui, en 2013, tu as démarré ton blog alors que tu étais salarié, c'est c'est ça? ça, c'est ça. Euh, il y a eu, t'as fait ça, déjà à la base, pourquoi t'as lancé ton blog au tout début alors que tu avais déjà un emploi? Alors en fait, l'idée du blog, c'était surtout de me dire, en fait, moi je viens du marketing traditionnel. Je suis sorti de la fac en 2007-2008. Mhm. À cette époque, il n'y avait aucune formation sur le marketing digital. Donc je suis sorti, j'ai été chef de produit, j'ai été responsable marketing traditionnel. Et j'ai quand même rapidement vu que bah, si j'avais pas la brique Internet dans mon profil, j'allais vite devenir inemployable. Et je me suis dit, bah, pour prendre le virage du numérique et faire ma propre transformation digitale, tout simplement, bah, je devais me former, je devais m'auto-former. Donc j'ai commencé à lire pas mal de bouquins à la fin des années 2000. J'ai commencé à suivre des formations en ligne, à suivre des formations même IRL. Et après, je me suis dit, bah, la meilleure manière de mettre ça en pratique, en plus de mon activité de salarié où j'avais pas forcément les mains libres à ce niveau-là, bah, c'était de créer mon blog, c'était de créer mes réseaux sociaux et c'était de tester tout par moi-même et de voir si j'étais capable de créer une audience et de la convertir aussi en client derrière et de mettre en pratique ce que j'avais lu et ce que j'avais appris. T'avais quand même au fond de toi l'idée un jour que ça deviendrait peut-être ton business ou c'était juste se former par soi-même. Ouais, honnêtement, au départ, c'était plutôt à vocation de personal branding. Enfin, le but, c'était de me dire, bon, bah, ok, j'ai un profil marketing
traditionnel. Il y a des gens maintenant qui sortent sur le marché du travail et qui ont des compétences marketing digital. Moi, j'ai pas ça, donc il faut que je démontre aux employeurs que d'une manière ou d'une autre, j'ai les compétences. Et on sait qu'en France, suivre des formations en ligne ou lire des bouquins, c'est pas suffisant pour démontrer à un employeur que tu as les compétences. Et donc, la meilleure façon de faire, en tout cas dans le marketing, c'est tout simplement de démontrer sur Internet que tu es capable de maîtriser les réseaux sociaux, de maîtriser la création de contenu et tous les leviers de marketing digital. Donc, au départ, c'était ça. Maintenant, j'ai toujours voulu, moi, entreprendre. Et donc, quand j'ai vu que j'avais des visiteurs et que les visiteurs me disaient, bon, ok, c'est super sympa, vos conseils et tout, c'est top. Par contre, j'ai pas le temps. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Et que j'ai ça 3, 4, 5 fois de suite, je me suis dit, peut-être que c'est l'occasion De sauter de, le pas. ouais, de sauter le pas et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc, ensuite, de 2013 à, on va dire, quand est-ce que tu t'es dit, c'est bon, j'y vais là maintenant? Au C'est bout de franchement, ça a été hyper vite, hein, en quelques semaines. Ça s'est fait en en, quelques semaines. en quelques semaines après 2013. Ouais, j'ai lancé le blog au bout de 6 semaines. Au bout de 6 semaines, j'ai dû avoir ma première demande de devis et ça s'est enchaîné assez rapidement. Donc, j'ai envie de te dire, dans les 2-3 mois, parce que ça remonte à un petit moment, mais dans les 2-3 mois suivant le lancement du blog, j'avais créé l'agence. Ok, excellent. Et du coup, ensuite, donc au début, tu faisais un peu tous les leviers. Et puis petit à petit, et là j'enchaîne sur ma deuxième question, tu t'es spécialisé donc dans toute la chaîne alors donc des leviers de trafic jusqu'à la vente, concrètement, la concrétisation. Et donc, explique-nous aujourd'hui quelle est la structure de tes offres. Déjà, est-ce que tu n'as qu'une offre ou est-ce que tu as plusieurs offres et puis comment elles s'emboîtent entre elles? Donc en fait, on a plusieurs offres parce que tout simplement, on a 3 typologies de clients, on va dire. On a des clients qui ont des compétences marketing en interne, mais qui ont que des compétences marketing traditionnelles et donc ont besoin d'être formés. Donc on propose Mhm. de la formation en marketing digital, en inbound marketing, Ouais. qu'on applique pour nos clients. À côté de ça, on fait aussi de l'accompagnement stratégique. Donc on a des entreprises qui ont des compétences en market, qui veulent se lancer sur Internet, mais elles savent pas du tout par où commencer. Elles ont même pas d'objectif précis. Elles Mhm. savent pas du tout quel levier actionner et vers quoi aller. Donc là, on intervient, on crée pour eux leur plan marketing sur les 12 prochains mois. Donc là, on Mhm. a l'accompagnement stratégique là-dessus. Quand je te dis plan marketing, c'est plan marketing et commercial parce qu'effectivement, nous, on a un peu la double casquette. Et ensuite, on propose de l'accompagnement opérationnel. Donc l'accompagnement opérationnel, c'est des boîtes qui font déjà du marketing digital et qui ont besoin d'externaliser tout ou partie de leur stratégie. Pour le troisième volet, donc l'accompagnement opérationnel, honnêtement, on se focus que sur les entreprises qui sont vraiment matures. Ouais. C'est-à-dire que on va pas faire d'opérationnel pour une boîte qui est très jeune, qui fait pas de marketing digital aujourd'hui parce que on passe trop de temps Ouais. à expliquer ce qu'on fait plutôt que de générer du retour sur investissement. Et pour ce type d'entreprise, je dis pas qu'on bosse pas avec elle, hein, mais on passe d'abord par de l'accompagnement stratégique ou de la formation ou de la formation parce qu'on a besoin de sentir que notre vision est vraiment complémentaire. Ça, c'est vraiment une différence qu'on fait un peu avec les autres agences, c'est que nous aujourd'hui, on est une petite structure. Il y a moi, il y a Sébastien, on a une quinzaine de partenaires en freelance, mais du coup, on est très très flexible. On n'a pas non plus un énorme besoin en chiffre d'affaires. Donc Mhm. aujourd'hui, on a la chance de pouvoir choisir nos clients. Et donc, on a une vision quand même assez particulière du marketing digital et du commercial aujourd'hui. Et on a besoin que nos clients soient vraiment alignés avec ça pour bosser avec eux. Alors, me vient du coup deux questions en corollaire à ça. La première, c'est est-ce que tes trois offres, c'est soit, c'est-à-dire c'est soit de la formation, soit du stratégique, soit de l'opérationnel, ou est-ce que c'est d'abord l'offre 1 et puis quand ils sont bien, on les met en 2 et puis ensuite on les met en 3. Ouais, je vois que tu lis bien dans nos offres. En fait, l'idée, c'est un peu ça. Enfin, la formation, généralement, va déboucher sur une aventure en solo du client pendant quelques mois. Et au bout de quelques mois, il va se dire, OK, je sais le mettre en pratique, mais c'est beaucoup de travail. Et puis, il me manque aussi un peu d'expérience terrain et ça devient compliqué. Et généralement, au bout de 4-6 mois, il nous rappelle pour faire de l'opérationnel. Et c'est pareil un peu pour l'accompagnement stratégique. Quand on fait un plan marketing digital sur 12 mois, le client en fait se rend pas compte de tout le travail qu'il va avoir à faire pour atteindre ses objectifs et forcément il externalise une partie de ce plan marketing digital et comme généralement on fait bien le boulot, il externalise chez nous. Ouais. Et alors moi, c'est une problématique que j'ai aussi, du coup, ça m'intéresse pour l'audience qui nous regarde, mais aussi pour moi. C'est comment tu arrives à. On sait qu'aujourd'hui, voilà, tu peux plus te contenter de contenu petit 1 tweeté, petit 2 publié régulièrement. Voilà, c'est des contenus qui doivent être. Il doit y avoir une expertise, il doit y avoir une certaine densité, une certaine longueur.
Pareil pour la pub, tu peux plus juste mettre un visuel et boum, ça clique, ça achète. Il faut un certain nombre de points de contact avec le client pour qu'il y ait voilà, une relation sur le long terme. Et donc, comment tu fais pour externaliser alors, d'une part, comment tu fais pour faire comprendre les coûts de la qualité à tes clients? Et puis ensuite, comment tu fais pour faire vraiment de la qualité quand on sait le travail que ça nécessite? Alors du coup, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on bosse principalement avec des boîtes matures au niveau de l'opérationnel parce que justement, elles ont conscience du coût des actions, donc c'est beaucoup plus facile. Généralement, bah, en fait, pour faire passer un petit peu ça, l'idée du coup à nos clients, on va passer justement par l'accompagnement stratégique et la formation. C'est-à-dire qu'on va leur remettre un plan marketing. Généralement, nous, c'est un document qui fait une cinquantaine, voire une centaine de pages selon les types d'entreprise. On vient leur présenter pendant une journée ça sur Mhm. place. On les forme sur éventuellement les points où ils auraient besoin d'être formés pour pouvoir le gérer seul. Et en Mhm. fait, au bout de, enfin, j'ai envie de te dire, même avant midi, hein, elles se rendent compte qu'il y aura vraiment trop de boulot et que derrière, on n'a pas, enfin, il suffit pas aujourd'hui de créer un compte Facebook ou d'avoir un site internet vitrine pour générer des visiteurs et générer des leads. Et ça, nous, on sait bien le faire passer parce que justement, et je pense que c'est aussi notre point fort et c'est ce qui fait un peu la différence, c'est que aujourd'hui, il y a moi, marketeur, il y a Sébastien, commercial. Et du coup, moi, je parle au marketing. Sébastien va parler aux commerciaux. Et Mhm. puis, ensemble, on parle à la direction générale. Et donc, on a un message qui est vraiment adapté, j'ai envie de te dire, qui est adapté, enfin, qui parle vraiment à tout le monde, quoi. Le market est rassuré parce qu'on lui décrit la marche à suivre et les compétences à acquérir pour atteindre ses objectifs. Et derrière, Sébastien parle aux commerciaux en les rassurant sur l'investissement, en fait, parce que bien souvent, les commerciaux comprennent pas pourquoi on investit des sommes folles dans le marketing. Mhm. Et là, Sébastien, lui, a la capacité, parce qu'il a l'expérience aussi de commercial derrière, de dire bah, attention, le marketing va vous ramener des leads qualifiés, hein, ça va vous permettre de réduire la prospection téléphonique à froid, ça va vous permettre de parler qu'à des prospects qui ont envie de vous parler. Et là, tout de suite, on sent les yeux qui brillent chez les commerciaux et aussi chez la direction générale qui se dit bon, bah, ok, enfin, c'est top pour le retour sur investissement. Et généralement, ça passe vraiment très bien là-dessus. Ok, c'est clair. Bah, du coup, je vais passer à des questions. Tu peux répondre pour tes clients ou pour toi. Ça va être sur tes sources de trafic et puis bah, tes stratégies. Hein, voilà. Donc, soit celles que tu utilises pour toi-même, puisque ton site est lui-même un exemple, une étude de cas, on va dire, de ce que tu sais faire, ou pour tes clients. Alors, ma première question, du coup, c'est bah, quelles sont les principales sources de trafic que toi, tu utilises pour générer une audience et puis finalement les ramener vers tes offres à la fin? Donc, la principale source de trafic, et que ce soit pour nous ou pour nos clients aujourd'hui, c'est le référencement naturel. Là, Mhm. il y a pas de mystère. 80% de notre audience aussi, enfin aujourd'hui, nous vient de Google, Mhm. concrètement. Et enfin, quel est le levier principal qu'on actionne pour générer des visites? C'est tout simplement la création de contenu. Mhm. Quand je dis de la création de contenu, c'est pas du contenu promotionnel, bien évidemment. C'est du contenu qui sert à aider vraiment la cible de notre cible ou la cible de nos clients dans la résolution de ces problématiques ou dans sa réflexion d'achat. Et là, j'insiste vraiment là-dessus, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans l'interview, mais Mhm. nous, aujourd'hui, on est convaincus que sur Internet, tu ne vends pas, tu aides. Et que la meilleure manière de générer des clients, c'est de leur démontrer que tu es vraiment la bonne personne Mhm. pour les écouter et pour répondre aux questions qu'elles se posent et à leurs problématiques. Et nous, on joue vraiment là-dessus et c'est ce qui fait un petit peu que mon blog a bien fonctionné au départ parce que j'étais vraiment dans une approche altruiste, bienveillante. Je Mhm. donnais des conseils et c'est toujours le cas. Tu vas sur notre site internet, nous souvent on dit à nos clients, vous n'avez pas besoin de bosser avec nous, vous allez sur le blog, vous prenez toutes les infos dont vous avez besoin et vous mettez en place la stratégie. Naturellement, derrière, il y a un problématique d'expérience et de temps et tout ça. Oui. Donc, on sait très bien que ça reviendra vers nous. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, on donne toutes les clés à nos clients. Et ça, c'est pareil pour nos clients. Quand on bosse, je rencontre des prospects, on est cash là-dessus, on leur dit, on va créer du contenu, on va créer pas mal de contenu par semaine ou par mois. Et ça va pas être du contenu où on va mettre votre logo et votre marque et qu'on va parler que de vos produits. On va Mhm. parler de vos clients à vous. Et ça, c'est vraiment la différence aujourd'hui. Donc, notre principal levier d'acquisition, c'est tout simplement la création de contenu et le référencement naturel derrière. Les réseaux sociaux vont intervenir en second rang, j'ai envie de dire, parce que ça va nous permettre de faire la promo de ça et ça permet à des personnes comme toi de relayer nos contenus et à certains influenceurs de reprendre nos articles. Donc, ça nous fait de la visibilité. On fait très peu de publicité, Google AdWords ou même de l'ad sur les réseaux sociaux, pour la simple et bonne raison que, faudrait qu'on rentre dans les détails, mais nous, on respecte un principe de réflexion d'achat en 3 étapes, avec une première étape où l'acheteur prend conscience de sa problématique, la deuxième étape, il analyse, enfin, il recense toutes les solutions à sa disposition, et la Mhm. troisième étape où il est prêt
à prendre sa décision d'achat. Et la publicité, généralement, va nous permettre de toucher que les personnes qui sont prêtes à prendre la décision d'achat. Malheureusement, ça représente qu'un quart du marché. Donc, ça peut nous arriver quand on a besoin de générer du trafic et des leads à très très court terme, on va forcément faire de l'ADS. Maintenant, Mhm. si on a du temps et qu'on n'est pas dans une situation d'urgence, on va réduire l'ADS à 10-15% de notre audience. D'accord. On y reviendra, mais ça m'intéresse comment tu fais. Bon, enfin, je crois avoir compris en sous-entendu ce que ça voulait dire. Bon, ok, donc essentiellement de la stratégie de contenu, 80% Google, un petit peu de relais sur les réseaux sociaux et un peu de pub en complément pour convertir ceux qui sont déjà prêts, quoi. Si j'ai bien compris. Alors toi, comment tu as commencé à parler de trois niveaux. Bon, la personne qui a un problème, la personne qui liste les solutions et la personne qui est prête. Du coup, ça me fait aller sur la question suivante, c'est comment toi tu décomposerais ton système pour attirer des prospects et générer des ventes. Donc du premier point de contact, je ne sais pas où il se trouve déjà ton premier point de contact. Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est tes contenus? Jusqu'à l'achat quand Sébastien, ton collaborateur, a la personne au téléphone ou en rendez-vous client. Bah, je vais te donner un exemple concret d'un des derniers clients qu'on a signé. Le premier point de contact qu'on a avec nos prospects, généralement, c'est un article de blog. Et c'est Mhm, un article de blog qui enfin, le visiteur provient de Google, comme je te disais tout à l'heure. On a un exemple assez précis et ça va vite te parler. On a une cliente qui était sur LinkedIn un après-midi et qui cherchait, enfin qui perdait son temps à mettre une photo de couverture sur son profil LinkedIn. mhm, Et au bout d'un moment, elle en a eu marre d'essayer de trouver les bonnes dimensions. Elle est tout bêtement sur Google et elle a tapé dimension image LinkedIn sur Google. mhm, Et là, on est apparu premier. Donc, elle a cliqué sur l'article, elle a consulté l'article, elle a eu la réponse à sa question. Elle est descendue un petit peu et elle a vu un call to action, un bouton d'appel à l'action qui lui proposait de télécharger un livre blanc pour gagner des clients avec les réseaux sociaux. mhm. Et forcément, elle était en train de se créer un profil LinkedIn, pas pour se faire plaisir, mais pour essayer de trouver des nouveaux clients. Donc, elle a téléchargé ce livre blanc-là. Donc, à partir de là, on a récupéré ses coordonnées, on a récupéré des informations clés qui nous permettaient de déterminer si c'était un prospect qui était qualifié ou non. Et on Mhm, a déterminé aussi, enfin, on a récolté des informations qui nous permettaient de dire est-ce qu'elle est en phase de prise de conscience, en phase d'analyse des solutions ou en phase de décision. Il se trouvait que cette personne-là, elle était en phase de prise de conscience. Donc, on ne l'a pas appelé tout de suite parce que faut savoir que sur Internet, enfin, faut savoir que l'acheteur, et nous, on bosse principalement en B2B, bah, généralement, il refuse de parler à un commercial, ou tout du moins, il va accepter de parler à un commercial que quand il est vraiment prêt à prendre sa décision d'achat. Donc, cette personne-là, elle n'était pas prête. Donc, on lui a envoyé pendant quelques semaines, quelques mois, des emails avec des informations pour aller plus loin dans la gestion de ses réseaux sociaux. Au bout d'un moment, on a pu récolter des informations qui nous montraient qu'elle était passée en phase d'analyse des solutions. mhm. On a pu ensuite constater qu'elle avançait vers la phase de prise de décision. Et là, Sébastien a reçu une notification automatique dans sa boîte mail qui lui a dit, bah, ce prospect-là, aujourd'hui, il est qualifié et il est chaud. C'est le moment de lui passer un coup de fil. On lui a passé un coup de fil. On a bien validé son besoin. On lui a présenté ce qu'on pouvait faire. On l'a signé la semaine qui suivait, quoi. Là, tu dis quelque chose qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, donc avoir une approche inbound, donc on attire les gens avec nos contenus, oui, c'est important, mais la majorité des gens qui viennent lire des contenus sont là pour avoir du gratuit. Exactement. Ils sont dans une phase comment dire, de collecte d'infos, tout simplement, et puis ils sont pas encore prêts à ce qu'on leur vende une presta à 1000, 10 000, 100 000, clairement. Exact. Mais par contre, une fois qu'ils vont comment dire, faire face aux problèmes et faire par eux-mêmes, ils vont se rendre compte qu'à un moment, ils atteignent leurs limites. Et là, je t'apprends rien, hein, c'est pour ceux qui nous écoutent, hein. Mais bah, voilà, ils vont être travaillés par email, a priori, en recevant des contenus, en recevant peut-être un livre blanc, et qu'à un moment, ils vont se dire, bon, on est bloqué, qu'est-ce qu'on fait? On appelle qui? Ben, on appelle la boîte auprès de qui on est abonné à la newsletter, tout simplement. Tout simplement. Et il y a ça, il y a aussi un point qui est vraiment important, c'est qu'en faisant ça, et nous, tu regarderas et vous pourrez regarder nos contenus sur le blog, c'est vraiment qu'on est vraiment bienveillant à chaque fois. Et c'est-à-dire que cette personne-là, entre le moment où elle est arrivée sur l'article de blog et le moment où on l'a appelée, je Mhm. crois qu'elle n'a pas dû lire SLN Web à part sur le logo du site, quoi. C'est-à-dire qu'on Ouais. lui on apportait des solutions à ses problématiques. Et le jour où on l'a appelé, Sébastien, lui, ça lui change la vie hein, d'appeler quelqu'un qui, quand il décroche, il dit je Ah voudrais oui. parler à un. Il lui dit ah, c'est super, je vous connais, j'ai lu tous vos Eh trucs. oui.
Ça C'est fait qu'on vraiment. n'est pas face à des gens qui sont en bloc, contre, ils sont même contents. Moi, des fois, je trouve que c'est fascinant. Il y a des gens, ils me disent merci de me donner du temps. Alors Ouais. là, c'est magnifique, quoi. Effectivement, ça change complètement la relation commerciale. Et je rebondis sur un truc que tu as dit juste avant. Tu as dit que la personne n'était pas prête et du coup, tu l'as pas appelé. Et ça, c'est assez important parce que donc il y a des gens, ils sont pas prêts à payer, ils sont en mode consommation. Ensuite, il y a des gens, ils sont prêts à payer, mais ils n'ont pas pris conscience de la gravité entre guillemets de leur problème. Et du coup, si tu viens pas avec une offre à 100 euros, on va dire, le gars, ce sera toujours trop cher. Mhm. Par contre, si au bout de 3, 4, 5, 6 mois, il se rend compte que effectivement ce problème il est critique, c'est là que tu vas pouvoir te vendre à ton juste tarif, j'ai envie de dire. Ouais, complètement. Et là, c'est vrai que nous, on joue, enfin, on travaille vraiment là-dessus et on travaille que ce soit pour nous et nos clients vraiment sur ce qu'on appelle les personas marketing pour comprendre cette réflexion d'achat, combien de temps elle dure, quels sont les contenus que nos prospects idéaux, je sais jamais, lisent, pour comprendre quels sont les déclencheurs aussi dans leur tête. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils se disent, bon, ok, j'ai une problématique. Et à un moment donné, un matin, ils vont se dire, ah oui, j'ai cette problématique-là, il faut absolument la résoudre. Il y a Mhm. des déclencheurs qu'on arrive à identifier, que ce soit pour nous et nos clients. Et du coup, forcément, on les exploite dans nos emails. Et il y a un moment donné, on va accélérer un petit peu le processus. La personne a une problématique, c'était des problèmes de dimension LinkedIn. Mhm. Ensuite, nous, notre objectif, c'est de lui envoyer des emails qui lui fassent bien comprendre qu'il ne suffit pas de créer un LinkedIn avec la bonne image aux bonnes dimensions pour générer des clients. Il y a une stratégie à avoir, il y a des actions à mener et de la régularité dans tout ça. Et forcément, elle se dit, ouais, bah, ok, j'ai tenté tout seul, mais là, je me rends compte de l'ampleur du chantier et donc je vais devoir appeler un prestataire. Ok, donc si je synthétise, des contenus qui sont poussés sur les réseaux sociaux pour avoir un petit bonus, un peu de pub autour de ça. Si je vais sur un de tes contenus, je vais avoir par un moyen ou un autre, je vais être sollicité pour télécharger quelque chose en plus, un livre blanc, un bonus, etc. Ensuite, je suis mis dans un automation, donc une suite d'emails qui va essayer de me faire évoluer, me faire progresser, mais aussi me faire prendre conscience que seul, je suis moins fort que accompagné, on va dire. Et au final, j'obtiens un coup de fil ou même j'ai une alerte qui dit là, cette personne est chaude et c'est moi qui appelle. C'est ça? C'est exactement ça. Parfait. Ok, ça marche. Alors on avance. Sur ta stratégie de contenu, est-ce qu'il y a des choses que tu dirais à notre audience enfin, ils devraient se focaliser déjà par exemple plus sur les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche. Dans quel cas l'un ou l'autre? Et puis si c'est le référencement, mettons, quel type de contenu toi tu priorises, tu préconises? Alors du coup, je pense qu'ici, il faut distinguer un peu deux types de personnes et deux types de sites web. Tu as le site web qui se lance tout de suite et auquel cas, bah, même si tu veux travailler le référencement, bah, comme tu sais, le référencement, ça va te demander au moins 4-6 mois pour avoir des premiers résultats. Donc là, honnêtement, si tu as des objectifs à court terme, il va falloir que tu fasses forcément de la promotion à outrance sur les réseaux sociaux et aussi de la publicité. À Mhm, côté de ça, je vais bah, du coup parler plutôt de vraiment la majorité un petit peu du marché et des gens. C'est que généralement, on a déjà un site web. On a mhm, un site web qui est plus ou moins bien référencé. Et là, auquel cas, on a assez d'antériorité pour faire du référencement notre premier levier de trafic. Après, mhm. comment on fonctionne, nous, pour la création de contenu, on a importé un peu une stratégie qui vient des États-Unis, qui est la stratégie des cluster topics, que tu connais sûrement. Et Je l'ai l'idée, c'est... découvert ce matin en te lisant en fait. Ah bah voilà, bah C'est voilà. quelque Donc, chose que je fais naturellement, mais c'est marrant qu'il y ait un nom dessus, quoi. Ouais, effectivement. ouais, bah voilà. Donc en fait, la stratégie des cluster topics, c'est quoi? C'est de rédiger un contenu qu'on appelle un contenu pilier qui va Mhm, traiter les problématiques de ta cible, mais vraiment de A à Z. mhm, Et quand je te dis de A à Z, bah, tout simplement, tu vas, dans ton contenu, parler de la phase prise de conscience de la problématique, de la phase identification des solutions et de la phase de la prise de décision. mhm, Tu traites ta problématique client dans ton article qui fait généralement 3000 à 5000 mots. mhm, Et à côté de ça, tu vas faire graviter tout autour, via des liens internes dans ton site internet, plein d'articles qui permettent d'aller un peu plus loin sur la phase de prise de conscience, sur la phase d'identification des solutions et sur la phase des décisions que tu as abordées dans ton pilier. Et ça te permet de démontrer à Google que tu es un expert du sujet mhm. de ton contenu pilier et que tout ton site est architecturé en fait pour faire progresser le visiteur et apporter de la valeur au visiteur sur cette thématique-là. Et ça, c'est vraiment un point important parce que j'aime bien souvent dire, un petit peu titiller les experts du SEO qui sont très réactifs sur les réseaux sociaux en disant Oui. non, ça n'existe plus. Et là, on voit que tout le monde réagit, donc ça fait un peu de visibilité, c'est top. Mais tout simplement, l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui,
Google, il a bien compris qu'il y avait des experts du référencement qui savaient manier son algorithme, qui savaient mettre en place des bonnes pratiques pour être premier sur Google. Et Google a tout intérêt à faire en sorte de faire évoluer son algorithme pour que les premiers résultats soient pas des résultats optimisés pour le référencement, mais soient vraiment des résultats qui apportent de la valeur. Mhm. Maintenant, Google commence à être capable de dire, enfin, de comprendre de quoi tu parles sur ton site internet sans même que tu utilises le mot-clé. Et c'est là où ça devient vraiment indispensable d'avoir cette approche de cluster topic. Bah, du coup, comme tu l'as vu, Rudy, vous pouvez aller sur le site web pour voir un peu ce que c'est. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir cette approche-là pour anticiper les futures mises à jour et même les mises à jour actuelles de l'algo Google. Ok, c'est très clair. Je vais même pas synthétiser, ça me semble tout à fait clair comme de l'eau. Alors, toi, tu recommandes donc des formats longs plus des choses qui vont autour. Ok. Et quelle est ta stratégie sur les réseaux sociaux pour le coup? Est-ce que déjà c'est important pour toi ou est-ce que c'est dans un second temps? Comment tu l'agences? Comment tu l'intègres? En fait, les réseaux sociaux, c'était vraiment un levier d'acquisition prioritaire il y a encore quelques mois, j'ai envie de te dire 2 ans. Depuis 2 ans, on voit quand même que tout est fait finalement sur les réseaux sociaux pour te faire passer à la caisse Mhm. et tout est aussi mis en œuvre par les réseaux sociaux et ça, c'est assez naturel pour faire que tu conserves, enfin pour qu'ils puissent conserver les utilisateurs sur leur plateforme plutôt que de les envoyer sur des sites tiers. Donc ça devient assez difficile aujourd'hui d'utiliser les réseaux sociaux pour attirer du trafic. Par contre, les réseaux sociaux, on va les utiliser pour tout ce qui est notoriété, visibilité, pour tout ce qui est social selling aussi. Donc, les réseaux sociaux, on les utilise plutôt pour vendre, enfin vendre. J'aime pas dire vendre parce que nous on aide plutôt de vendre, mais l'idée c'est de dire on utilise les réseaux sociaux soit à vocation de prospection commerciale, soit pour vraiment renforcer son image de marque ou sa notoriété. Ok, ça marche. Et le social selling, toi, tu l'utilises pleinement ou tu fais simplement des posts sur LinkedIn pour te rendre visible? Est-ce que tu as vraiment un process de recrutement à travers LinkedIn? On a vraiment un processus, enfin nous pour l'agence on le fait moins, là, pour le coup on n'est pas forcément le cordonnier le mieux chaussé, Mhm. et pour nos clients on le préconise vraiment et on le met vraiment en pratique là-dessus. Comment on fait? Bah, tout bêtement on optimise le profil pour la prospection, ça c'est important, il y a quelques règles à respecter pour bien optimiser ton profil. Une fois qu'on a optimisé le profil pour la prospection, là forcément on va rejoindre des groupes dans lesquels se trouvent nos clients, nos prospects cibles. Et là, on va vraiment interagir assez régulièrement avec les personnes dans le groupe et on va aussi partager assez régulièrement du contenu. Mhm. Et c'est là où c'est important que d'avoir une stratégie de contenu, comme on le dit depuis tout à l'heure sur ton site internet, parce que le marketing va transmettre aux commerciaux des articles, des contenus, des livres blancs, des webinaires, tout ce que tu veux, pour que les commerciaux puissent vraiment alimenter de Mhm. manière pertinente leur profil. Et nous, ce qu'on préconise surtout pas de faire, c'est d'ajouter 36 millions de contacts et puis d'envoyer un email à chacun leur disant on fait ça, on peut s'appeler, on peut prendre Mhm. rendez-vous en mode un peu copier-coller, ça arrive souvent. Ça sert à rien, quoi. Enfin, c'est un peu le même truc que tout à l'heure, comme on disait, il y a 3 phases dans le parcours d'achat, ça va marcher qu'avec des personnes qui sont en phase de décision, et ça, c'est vraiment la minorité du marché. Donc l'idée, c'est de dire, on utilise les réseaux sociaux, pareil comme le site internet, pour aider nos cibles. Donc nous, ce qu'on fait pour nous et pour nos clients, c'est que on va créer du contenu. Quand des personnes interagissent avec notre contenu, on va leur envoyer un message sur LinkedIn pour leur dire, bah voilà, vous avez aimé, vous avez commenté le contenu, bah on vous propose d'aller plus loin en téléchargeant un livre blanc ou quelque chose Mhm. comme ça, et on s'arrête là. Et si la personne répond positivement, là, on va l'ajouter à notre réseau, et ensuite, on va avoir une approche plus commerciale derrière. Ouais, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que c'est comme tout en fait. Si tu fais une publicité sur Google AdWords pour, je sais pas, créer un site internet, si ton site internet il est quasiment gratuit, enfin ton offre elle est quasiment gratuite, il y a moyen parce que là le parcours d'achat il est très très faible. Pour ça qu'on voit que sur les mots-clés genre créer site internet, c'est Wix. Wix qui est premier parce que eux ils se rémunèrent sur les utilisateurs. Le parcours d'achat, il est évident. C'est je clique, je crée mon site. Dès lors que c'est une agence, par exemple, qui va créer un site à 2000, 10 000, 50 000, ça peut pas être je clique, j'achète. Donc, il va falloir mettre comment dire, des étapes intermédiaires, comme tu l'as dit, un livre blanc, un article, pour que bah ouais, ils se forment et qu'ils veuillent pas aller sur le Wix, le site gratuit, mais qu'ils passent vers un truc un peu plus pro, on va dire. Oui, complètement, complètement. Et ça demande du temps. Enfin, c'est vrai que nous, généralement, les clients avec qui on bosse le mieux, c'est des clients qui ont des cycles de vente qui durent au moins 3, 6 mois, voire parfois 12 mois ou plus. Ouais.
Ouais. Parce qu'il y a de la réflexion derrière, parce que les clients n'ont pas forcément la pleine connaissance des produits que proposent nous, nos clients. Et forcément, il y a un côté pédagogique qui fait que cette stratégie que nous, on met en place fonctionne beaucoup mieux que euh, dans l'achat d'impulsion, par exemple, où là, effectivement, tu as un besoin, tu vas sur Google, tu tapes ton truc, tu cliques et t'achètes. Enfin, ça, c'est effectivement, il n'y a pas forcément besoin de stratégie très, très poussée enfin, très, très poussée. Il n'y a pas besoin de notre stratégie, en tout cas, pour attirer des clients avec ce type de produit. Ouais. Alors tout à l'heure, tu disais que tu utilisais la pub plutôt donc vers le bas de ton entonnoir. Et du coup, qu'est-ce que tu utilises comme, enfin, sans rentrer dans les détails forcément de tes recettes, mais tu utilises plutôt quelle plateforme déjà? Facebook Ads, AdWords, d'autres plateformes? Et puis dans quel contexte est-ce que tu utilises des ciblages particuliers? Alors, en fait, on l'utilise vraiment plutôt pour effectivement le bas du tunnel, donc pour toucher les personnes qui sont quasiment prêtes à acheter. Mhm. Mais ça nous arrive de faire des campagnes sur tout le tunnel. Mais là, forcément, c'est un coût beaucoup plus important. On vise notamment plus de mots-clés avec Google AdWords et du coup, il y a un gros budget à sortir. Et il n'y a pas beaucoup de nos clients qui sont prêts à sortir ce budget-là. Donc, par la force des choses, on va se contenter du bas du tunnel et c'est ce qui permet aussi effectivement de générer le plus vite du retour sur investissement parce que les personnes sont prêtes à acheter. Concrètement, ce qu'on utilise le plus, c'est vraiment Google AdWords. Mhm. Euh, ça, on le recommande vraiment pour tous nos clients qui sont dans un domaine d'activité qui est ultra concurrentiel. Et du coup, pour bien être référencé de manière naturelle, il y a vraiment du boulot et ça demande du temps. Et parfois, c'est même impossible parce qu'il y a trop d'acteurs. Et là, forcément, Google AdWords devient inévitable. Ensuite, on fait pas mal de Facebook Ads parce que sur Facebook, en termes de reach, c'est devenu assez compliqué et il est maintenant nécessaire de faire de la sponsorisation même pour toucher ses propres fans. Donc Mhm. ça, on n'y échappe pas trop. On fait pas mal de LinkedIn Ads aussi. Ouais. LinkedIn est beaucoup plus cher, mais par contre, on touche des prospects qualifiés. Donc en B2B, c'est vraiment important. Et c'est à peu près tout. Sur Twitter, on fait pas. Et de la bannière, on fait pas non plus parce que généralement, c'est hors contexte en fait de navigation. En fait, pour nous, on attache vraiment de l'importance à contextualiser nos actions. Et de la bannière, pour contextualiser de la bannière, ça devient très très compliqué. Donc on évite. Ouais, mais tu peux utiliser le retargeting sur Google AdWords Display, par exemple. Exact. Mais c'est vrai que ça, on l'utilise vraiment très très Et rarement. tu obtiens des performances sur les mots-clés. Donc, ça doit être des mots-clés super précis, du coup, j'imagine, vraiment ultra focalisés sur la boîte. Ouais, ouais, complètement. Et là, on va plutôt privilégier une cinquantaine de mots-clés qui Mhm. sont très, très peu saisis et du coup très peu concurrentiels plutôt qu'un Mhm. gros mot-clé qui coûte une blinde. Et c'est un peu, entre guillemets, la roulette russe pour avoir un visiteur. Donc là-dessus, on a quand même cette stratégie un peu de longue traîne sur Google AdWords. Après, je te dis, bah, ça dépend un peu aussi du côté concurrentiel hein, du marché dans lequel on est. Mais ouais, on est plutôt du genre à avoir 50 campagnes et des groupes d'annonces un peu partout avec plein de mots-clés, plutôt que d'avoir une seule campagne avec un mot-clé générique. Ça nous intéresse moins. Ok. Alors, du coup, je finis avec le côté trafic. Est-ce que tu as une routine, la routine de promotion hebdomadaire, on va dire, que tu utilises pour créer tes contenus, les pousser, voilà, et peut-être que même tu peux aborder la routine de prospection de ton associé. Ouais, complètement, complètement. Bah, la routine, c'est celle qu'on applique pour nous et qu'on applique pour nos clients. Donc là, c'est pareil, on vous donne la recette, hein. Pour que ce soit efficace, nous, généralement, on préconise de rédiger au moins 2 articles de blog par semaine. Mhm. Ces articles de blog par semaine, forcément, on les relaie sur les réseaux sociaux les plus importants pour notre cible. Donc Ouais. nous, en B2B, généralement, ça va être Facebook, LinkedIn et Twitter. Donc Mhm. ça, c'est vraiment de manière automatique. Ensuite, on va faire une newsletter de manière hebdomadaire D'accord. pour tous nos subscribers. Donc là, on relaie les articles de la semaine dans une newsletter. Et à côté de ça, on va intégrer les articles dans ce qu'on appelle des workflows. Donc ça, c'est les chaînes d'emails dont on parlait tout à l'heure pour Mhm. faire progresser les personnes dans leur réflexion d'achat. Et voilà, c'est à peu près tout au niveau de la création et de la promotion des contenus. Et donc Sébastien, lui, il est plus dans l'outbound, il est vraiment dans le repérage de ce qui est de ce qui des prospects sympas dans ta liste et puis sur ton site, c'est ça? Ouais, complètement, c'est ça. Alors lui, Sébastien, nous, comme on génère quand même pas mal de leads sur le site web, il fait pas de social selling parce que ça sert pas à grand chose pour nous. Par contre, pour Mhm. nos clients, en fait, on préconise aux commerciaux de faire du social selling et de se concentrer vraiment sur les leads qualifiés et matures. Donc concrètement, lui, Sébastien, il passe une vingtaine, une dizaine même parfois d'appels dans la semaine. Il appelle les leads qui sont vraiment les plus qualifiés et Mhm. les plus matures
qu'on arrive à générer. Et à partir de là, il va leur proposer vraiment une approche vraiment qualitative. Donc, c'est-à-dire qu'il va passer généralement sur tout le process. Il passe quasiment 2 heures et demie avec le prospect juste par téléphone avant de voir si on envoie un devis ou pas. Donc, D'accord, ok. on approche vraiment, en gros, on a une séquence, Qualitatif. on a une approche en 3 appels. On passe un premier appel pour valider que le lead est déjà bien qualifié et mature, et ça dure 5-10 minutes. Mhm. Quand on a validé que c'était ça, on prend un rendez-vous quelques jours plus tard qui va durer 45 minutes, 1 heure, dans lequel on va bombarder concrètement de questions notre prospect pour comprendre quelles sont ses problématiques, quels sont ses Mhm. objectifs et tout ça. Et une fois qu'on a fait ça, à la fin du call, du deuxième call, on lui dit bon bah ok, on est capable de vous aider ou pas. Et Mhm. donc au prochain épisode, donc on programme un troisième appel dans lequel on va lui présenter nous ce qu'on peut faire pour l'aider à atteindre ses objectifs. Et là, si ça fait sens pour lui, bah, on lui enverra un devis derrière. Ok, bah c'était ma question d'après, mais tu y as répondu. Comment finalises-tu la vente aujourd'hui en automatique avec des appels téléphoniques ou des rendez-vous physiques? Donc, bah, j'ai la réponse. Euh, Voilà. Allez, sur la dimension système, on va dire, est-ce qu'il y a des outils qui te semblent indispensables si on veut avoir une stratégie similaire à la tienne pour attirer des prospects et vendre à la fin des prestations? Bah, concrètement, un outil de marketing automation, là, pour nous, ça nous permet, enfin, ça nous paraît vraiment indispensable. Tu peux faire Ouais. des choses à la main, hein, sans automation, mais dans ces cas-là, généralement, tu vas t'exposer à des trous dans la raquette, tu vas perdre des leads, tu vas oublier de contacter des leads, ou tu Mhm. auras une approche qui est vraiment pas optimale. Donc, de l'automation, ça, c'est forcément important. Un outil de gestion des réseaux sociaux, ça nous paraît aussi essentiel, ne serait-ce que pour Mhm. gagner du temps. Et puis un outil d'emailing éventuellement si tu veux faire un peu de newsletter hors automation, ça peut être possible. Mais vraiment l'outil que nous on préconise à nos clients qui veulent faire de l'inbound marketing et qui veulent générer vraiment un volume assez conséquent de leads, on leur recommande absolument un outil de marketing automation. Ok. Toi, tu séparerais mailing classique et automation. Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai que nous on fait ça. Après, je pense que là pour le coup c'est une erreur de notre part parce que c'est nous en interne on fonctionne comme D'accord. ça. Et la newsletter, pour être complètement transparent avec toi, la newsletter on la gère sur Mailchimp et Ah, tout ce que d'accord. on gère ça sur HubSpot. Parce que tu Euh, avais une belle charte graphique et tu n'avais pas envie de… J'ai fini que j'avais la flemme pour travailler sur HubSpot, donc voilà. Mais généralement, après ça dépend en fait de ton outil d'automation. Tu as plusieurs outils d'automation sur le marché. Tu as des outils qui sont très complets. Je viens de citer HubSpot, il y en a d'autres, hein. Il y a Marketo, il y a Pardot, il y en a plusieurs. Et puis après, tu as des outils de marketing automation qui sont moins complets. Et là, pour le coup, on aime bien ajouter un outil d'emailing qui soit facile d'utilisation pour faire des newsletters hebdo ou voilà, pour promouvoir les articles de blog. Ouais. Ok, tout est clair. Euh, bon, on arrive vers la fin des questions, mais alors, donc, est-ce que toi, tu as des conseils à ceux qui voudraient commencer les entreprises, qui voudraient commencer une démarche d'inbound et de lead generation? Ouais, complètement. Deux conseils. Premier conseil, parlez à vos clients. Mhm. Ça, c'est vraiment un point qui est important. J'ai fait un post coup de gueule sur LinkedIn il y a quelques heures sur la création des personas. Mhm. Euh, la création des personas, c'est quoi concrètement? C'est tu vas réfléchir aux caractéristiques démographiques et comportementales qui peuvent décrire ton prospect idéal. Mhm. Ce qu'on va voir, et on le voit même dans des agences, et c'est ce qui m'a un peu énervé sur LinkedIn, c'est que tu as des gens qui vont se poser dans une salle, qui vont prendre un café et qui vont commencer à lancer des suppositions comme ça en l'air, en disant, bah voilà, notre prospect idéal, il a 39 ans, il boit du café, il va sur Facebook devant la télé ou je sais pas quoi, ils te sortent des trucs et t'es là, mais ouais, ok, ça n'a pas de sens. Mhm. Et en fait, le travail des personnages, c'est vraiment un travail à prendre au sérieux. Il faut analyser toutes les données de trafic qu'on peut avoir à sa disposition. Il faut parler à ses clients tout simplement pour comprendre quel a été le déclencheur entre le moment où ils étaient prospects et ils sont devenus clients pour pouvoir derrière réappliquer ce process-là. Et donc là, la création des personas, c'est vraiment un travail qu'il faut mener de manière sérieuse parce que c'est ce qui va te permettre de bâtir ta stratégie marketing vraiment efficace. L'idée, c'est d'envoyer un peu, ça on le voit souvent sur Internet, c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Pour faire ça, il faut que tu connaisses sur le bout des doigts ta cible et pour vraiment lui parler, il faut passer du temps à lui parler. Et nous, concrètement, pour nos clients, on prend une quinzaine de jours quasiment pour créer ces personas. Mhm. C'est pas un truc qu'on fait autour d'un café. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, ça va être forcément de penser objectif. Nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients. C'est les deux premiers points qu'on travaille. C'est que quand on a un prospect au téléphone ou qu'on a un prospect en rendez-vous, on va forcément lui poser la question de ses objectifs. Et si la personne se contente de nous dire, bah, je veux plus de clients ou je veux développer mon chiffre d'affaires et qu'on n'arrive pas à aller plus loin avec lui dans la définition de ses objectifs, on ne travaillera pas avec lui parce que ça ne peut Mhm. pas marcher. L'idée, c'est d'avoir vraiment des objectifs qui soient chiffrés
qui soit réaliste forcément et qui soit limité dans le temps parce que c'est ce qui va nous permettre de déterminer quels leviers on doit actionner et dans quelle mesure on doit les actionner. Et si on n'a pas d'objectif précis, c'est juste impossible, en sachant qu'en plus ces objectifs précis nous permettent de déterminer des indicateurs de performance qu'on va suivre régulièrement et qui nous permettront de nous dire, bah, OK, la stratégie qu'on met en place, elle fonctionne, ou elle fonctionne pas assez, et dans ces cas-là, il faut réagir, ou elle fonctionne trop bien, et dans ces cas-là, on est super content. Mais voilà, il faut qu'on ait ces indicateurs-là, et pour avoir les indicateurs, il faut qu'on ait des objectifs précis. Donc vraiment, le premier point, enfin les deux points à travailler avant de lancer quoi que ce soit sur le marketing digital, parlez à vos clients, faites vos personas et travaillez vos objectifs. Ok, c'est clair. Alors, je voudrais terminer avec une dernière question. Alors, soit tu me montres, tu nous expliques bah, tes résultats en termes de trafic, de prospects, de clients, soit tu nous parles peut-être de ton plus gros succès, ta plus grosse fierté depuis que tu as commencé. Bah, la plus grosse fierté, c'est un peu lié finalement. Quand j'ai lancé mon blog, donc en 2013, le premier jour, je me suis connecté à Google Analytics en attendant les visiteurs. Et honnêtement, j'étais un peu stressé et j'étais aussi un peu excité par le truc. Et j'ai eu dû avoir une trentaine de visiteurs dans Mhm. la journée. Et ça a été comme ça pendant quand même plusieurs semaines. Et donc, notre plus grosse fierté aujourd'hui, c'est d'avoir dépassé il y a quelques semaines les 500 000 visiteurs uniques sur le site web depuis sa création. Et Super. c'est aujourd'hui entre 30 et 35 000 visiteurs par mois en moyenne sur le site web, en sachant qu'on parvient à générer avec ces visiteurs-là environ 400 leads qualifiés par mois. Et ça, c'est vraiment une fierté et c'est vraiment ce qui nous permet, enfin, ce qui nous motive aujourd'hui de nous dire, bah voilà, ce qu'on met en place, ça fonctionne. On peut le démontrer à nos clients en leur montrant clairement, on leur montre nos statistiques et tout ça. On est assez transparent là-dessus. Et ça, c'est vraiment top, quoi. Quand tu parles de leads qualifiés, tu parles de gens qui ont laissé un numéro pour être appelé ou un email. C'est des personnes qui ont laissé plus qu'un numéro, un email. C'est des personnes qui nous ont donné des informations clés sur leur problématique ou sur leur structure qui nous font penser qu'ils sont engagés avec nous. Ouais. C'est-à-dire que laisser un nom, prénom et une email, une boîte email spam, ça tout le monde le fait honnêtement et c'est vrai que ça n'apporte pas grand-chose. Mais nous, on demande des choses qui nous permettent de dire, bah, ce prospect-là, déjà, il nous a donné une information qui est quand même stratégique ou qui est importante. Et dans ces cas-là, c'est qu'il est prêt à nous la donner, donc c'est qu'il nous fait confiance et qu'il est engagé avec nous. Et en plus, ça nous permet de dire, bah, OK, ce prospect-là, est-ce qu'il est qualifié ou pas, juste via un formulaire rempli, ouais. Bon, bah, c'est énorme. 35 000 déjà, c'est énorme. C'est un super score. Mais 400 leads qualifiés pour 35 000, c'est vraiment énorme. Donc, bravo, chapeau à toi. Moi, j'ai Merci. pas plus de questions que ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah non, bah juste te remercier à nouveau pour cet échange et c'était top et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir sur Bordeaux. Moi, j'y suis assez souvent. Bah, sans problème. Déjà, je vais voir ton associé. Et puis, Ouais, quand tu viendras, on se boira un café. Tout le monde me le propose en ce moment. Tout le monde dit à la fin des vidéos, bah, on va se boire un café ou un verre de vin. Et bah, avec plaisir. c'est que c'était cool. Non, bah, je te remercie et puis bah, j'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger et puis n'hésitez pas à nous suivre, hein. C'est pareil sur le blog, sur les réseaux sociaux, on vous donnera pas mal de conseils et puis si vous avez des questions, contactez Rudy ou moi, on se fera un plaisir de répondre. Ça marche. Eh ben, écoute, Ludovic, je te dis à la prochaine et encore merci pour ta participation. Salut. On se dit à bientôt, salut. Ciao.